Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour si vous nous retrouvez pour cette deuxième table ronde de cet événement Digital Habitat, une deuxième table ronde qui va être pour nous l'occasion d'aborder les questions de construction et de maîtrise d'ouvrage. Quelles innovations digitales pour favoriser l'atteinte des objectifs environnementaux dans les constructions et les réhabilitations? Pour y répondre, je vous présente nos intervenants de ce matin. Christophe Lheureux, directeur délégué à l'innovation et au bâtiment intelligent chez Immobilière 3F, dont nous recevions ce matin Valérie Fournier, la directrice. À vos côtés, Christophe Lheureux, c'est Laurent Guéquière, directeur affaires européennes et rayonnement international pour USH. À mes côtés, Thibaut Perraillon, directeur conseil chez Greenflex et manager du programme Energy Sprong France, on en parlera. Et à ses côtés, Laurent Arnaud, directeur du domaine bâtiment au CEREMA. Enfin, à distance, nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Robert, directeur général de Bretagne Sud Habitat. Je vous propose de commencer par un premier tour de table de nos intervenants qui va vous permettre de vous présenter, de donner quelques chiffres sur votre structure, le nombre de logements gérés ou bâtis, vos implantations et vos missions, et terminer par quelques mots sur vos objectifs environnementaux, sans aborder tout de suite les solutions ou les projets, mais plutôt sous l'angle dimensionnement, voilà, pour qu'on sache qui parle. On commence par vous, Christophe Lheureux, bonjour. Merci et bonjour à toutes et à tous. 3F appartient au groupe Action Logement. 3F, c'est un bailleur social, donc nous sommes maîtres d'ouvrage et gestionnaires. Nous possédons presque 300 000 logements, ce qui fait de nous l'un des plus gros, sinon le plus gros bailleur social en France. Nous rayonnons sur l'ensemble du territoire métropolitain à travers notre réseau de filiales régionales. Nous construisons environ 10 000 logements par an et en réhabilitons à peu près autant à l'échelle là aussi du groupe 3F. Et puis, comme beaucoup de mes confrères bailleurs sociaux, on est engagé dans une démarche de bas carbone, de décarbonation de notre filière. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Laurent Guéquière, à vous l'exercice. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente l'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe l'ensemble des fédérations d'organismes d'HLM françaises, avec un parc très important, un effort effectivement de réhabilitation, notamment thermique, qui a été engagé depuis le plan Borloo et qui ne cesse de se développer. Mais j'ai un rôle un peu particulier, c'est-à-dire que je ne représente pas l'Union sociale pour l'habitat à Paris, mais je suis basé à Bruxelles avec une équipe de 2 personnes. Et donc, nous sommes très impliqués avec le Parlement européen, avec la Commission européenne, sur la prise en compte de ces problématiques de rénovation thermique, notamment dans le parc HLM, qui pose quand même des particularités. On a été assez pionniers dans la mobilisation des fonds européens à travers des projets européens, notamment via Energy Sprong, mais d'autres bailleurs sociaux. Et nous travaillons actuellement avec la Banque européenne d'investissement sur un prêt intermédiaire via la Banque des territoires d'1 milliard d'euros pour financer la rénovation thermique du logement social. Aujourd'hui, notre priorité numéro 1 à Bruxelles, c'est de suivre tout le dispositif qui est engagé par la Commission de réforme des directives européennes, efficacité énergétique d'un côté et performance énergétique des bâtiments de l'autre, où on est en train de mobiliser, je dirais, des projections à horizon relativement court terme, à moins de 7 ans, avec un nombre de logements à réhabiliter dans ce cadre-là. Et donc, on est aujourd'hui très, très présent pour éviter que l'on nous fixe des contraintes trop importantes, mais qu'effectivement, on ait accès à des financements européens de plus en plus simples et à mettre en œuvre par nos membres. Merci. Thibaut Perraillon, à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation aujourd'hui, ravi d'être parmi vous. Donc Thibaut Perraillon, je suis directeur conseil chez Greenflex, dont j'ai en charge la définition des stratégies bas carbone, notamment pour un certain nombre d'acteurs publics. Vous présentez Greenflex en quelques mots, qui est une société spécialisée dans la transition écologique au sens large, avec pour ADN d'accompagner les organisations et les entreprises dans la décarbonation de leurs activités, avec historiquement une activité plutôt auprès d'acteurs privés et qui s'ouvre vers les acteurs publics aujourd'hui face aux contraintes auxquelles ils font face, avec différents métiers dans un ensemble qui est relativement atypique à l'échelle du marché, des métiers relatifs au conseil qui sont assez classiques et sur tout un tas de thématiques, notamment relatives au bâtiment, et on aura l'occasion de parler de quelques exemples concrets, notamment avec Energy Sprong qui a été cité ou d'autres projets.
Également un métier dans l'accompagnement des projets en tant que tels, alors que ce soit dans des positions d'AMO, que ce soit dans des positions de réaliser en maîtrise d'œuvre un certain nombre de projets à impact, un métier qui est relatif au financement de ces activités, qui est un peu plus atypique, puisque au-delà de pouvoir définir des stratégies et les mettre en œuvre, il y a bien évidemment ce qu'a souligné Laurent à l'instant, un point essentiel qui est celle de pouvoir accompagner leur financement et leur mise à disposition, en particulier dans des évolutions comme le monde de l'économie de la fonctionnalité qui arrive, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Et puis un dernier métier qui va aussi occuper les échanges que l'on aura, j'imagine, ce matin, qui est celui du digital, avec un certain nombre de solutions aujourd'hui qu'on met à disposition des parties prenantes que nous accompagnons pour mesurer, suivre et finalement pouvoir faire du reporting sur la performance réelle des projets impact que nous menons à leur côté. Merci Thibaut Péraillon, vous êtes au cœur effectivement du sujet. Laurent Arnaud, bonjour pour le CEREMA. Bonjour et merci à vous. Merci de cette invitation et d'intervention. Alors, je vais dire quelques mots du CEREMA d'abord, qui est un bureau d'études au niveau public, qui a été créé à partir de la fusion d'établissements publics d'État et qui aujourd'hui a une double posture, une posture aux côtés de l'État pour l'accompagner dans l'élaboration des politiques publiques et puis une deuxième mission, une deuxième posture auprès de tous les acteurs des domaines dans lesquels il intervient afin de porter ces politiques publiques et accompagner leur déploiement. Parmi les domaines d'intervention, il y en a 6. Il y a toutes les questions liées à la mobilité, aux infrastructures, les routes, les ouvrages d'art, toutes les questions de risques naturels, les questions environnementales, le domaine de l'eau, les ports, les fleuves, mais également le littoral, les questions de littoral, et le domaine du bâtiment que je pilote et qui sera au centre des discussions que l'on a aujourd'hui. Dernier domaine dans lequel nous intervenons, pour les thématiques que je vous ai citées, en fait, souvent, l'acteur principal, c'est l'acteur local, c'est le territoire. Et parler d'une politique publique sans avoir la capacité à la déployer au niveau local, ben, on a des grandes intentions, mais on n'a pas des résultats. Et donc, le CEREMA travaille pour déployer ces politiques publiques au niveau des territoires dans tous ces domaines. 3 axes et demi de travail pour le domaine du bâtiment. Le premier axe, c'est l'énergie, l'environnement, avec bien entendu 2 grandes politiques publiques, celle des économies d'énergie dans le tertiaire, le décret éco-énergie tertiaire, et puis la RE 2020, qui mobilise pas mal d'occupations. Deuxième axe de travail, bien entendu, c'est le confort et la qualité des environnements intérieurs dans le logement, avec un certain nombre d'actions. Et je pense que la période que l'on a vécue montre que cette thématique va monter dans les prochaines années. Troisième axe, c'est la gestion de patrimoine immobilier, gestion, exploitation, maintenance, et y compris des questions de financement de cette gestion, comment bien arbitrer, comment organiser. Puis le dernier demi-axe dont j'ai parlé, ce qui est étonnant d'un demi-axe, c'est la question de l'accessibilité. Accessibilité du cadre bâti. Et pourquoi je parle d'un demi-axe? C'est qu'en fait, on le traite dans toute la chaîne du déplacement. Accessibilité des logements, accessibilité des espaces publics et accessibilité de la mobilité. Et il y a pas mal de travaux à faire. Voilà pour les grands domaines d'intervention du CEREMA. Merci beaucoup. Et puis, depuis la Bretagne, intervient Erwan Robert, directeur général de Bretagne Sud Habitat. Bonjour, monsieur Robert. Est-ce que vous pouvez nous faire aussi ce petit exercice? Il faut toujours un breton dans une réunion. Toujours. Gage de succès. Là, et moi, je dirige aujourd'hui Bretagne Sud Habitat, qui est un bailleur de taille moyenne par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure par mon collègue du 3F, qui travaille exclusivement sur le Morbihan. On est à 14 000 logements, dont une bonne partie en établissement d'hébergement. Et puis, on est en phase de fusion avec nos 2 confrères Morbihanais, Lorient Habitat et Van Golf Habitat, ce qui fait qu'on devrait atteindre au 1er janvier une taille critique de 32 000 logements, avec une capacité d'investissement de l'ordre de 150 à 200 millions d'euros. Donc, merci de l'invitation. Pour ce qui nous concerne, en fait, ça fait un moment qu'on est convaincu de la nécessité de regarder notre patrimoine avec des yeux un tout petit peu différents. Il vieillit beaucoup plus vite qu'on ne peut le traiter. On a des arbitrages à rendre de plus en plus régulièrement sur de la déconstruction versus de la réhabilitation lourde. Et on voit bien qu'effectivement, sur la partie bilan carbone, l'AREA présente quand même des avantages incontestables, sauf à réussir à créer une filière de traitement et de réemploi
à l'échelle de la région. Donc, c'est ce à quoi on s'emploie en ce moment. On a, à partir du moment où la question s'est posée d'engager des phases de déconstruction massive de patrimoine construit dans les Trente Glorieuses, voire même dans l'immédiate après-guerre sur des zones bombardées pendant la guerre 39-45, a été amené à se poser la question du modèle économique. Est-ce qu'on a la capacité financièrement, avec le modèle qui a été construit dans ces années-là, d'attaquer des volumes de déconstruction et de réhabilitation aussi massifs, sachant qu'en parallèle, on a des niveaux de demande qui sont très très forts, notamment sur notre territoire, qui reste quand même très attractif. C'est ce qu'on a pu vérifier dans le cadre de la crise Covid. Et dès lors que la réponse est plutôt non, quoi qu'on puisse en dire, on a été amené à penser la façon d'intervenir sur la totalité des éléments de notre patrimoine, en utilisant la déconstruction comme un moyen de dégager via la vente de charges foncières les moyens qui nous sont nécessaires pour attaquer justement la question de la réhabilitation énergétique, de la rénovation et aussi de l'amélioration effectivement des sources d'énergie utilisées. Donc aujourd'hui, on a une dimension aménagement, on fabrique du lot libre dans une logique d'accession à la propriété, on vend des assiettes à des promoteurs immobiliers, on réalise des équipements publics pour le compte de nos donneurs d'ordre qui vont de la micro-crèche au collège. Et puis, parallèlement à ça, on a une activité de bailleur social avec de l'habitat spécifique, pas mal d'EHPAD et d'EHPA en reconstruction. Et c'est très, très intéressant puisque ça force à se poser de bonnes questions par rapport à l'évolution démographique qu'on vit en ce moment. Et puis aussi une logique de développement d'outils pour de l'accession à la propriété dans un territoire qui, je le disais tout à l'heure, est aujourd'hui confronté à des marchés immobiliers et fonciers très tendus. Très bien. Erwan Robert, puisque vous avez la parole, je propose de vous la laisser. Je crois que vous êtes au cœur, à Bretagne Sud Habitat, d'une phase importante de réorganisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et nous dire si c'est le moment justement d'accélérer sur le digital ? Ben, en fait, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que la loi Elan nous a tous incités à réfléchir à nos modes d'organisation, à nos relations à l'échelle de territoires départementaux, régionaux et parfois nationaux, ce qui a été dit tout à l'heure avec le groupe Action Logement. Pour ce qui nous concerne, on est passé par une phase de création de sociétés de coordination. Et puis, cette première étape nous a permis d'engager la suivante, qui est celle de la fusion. Et à partir du moment où on fusionne 3 entités qui font à peu près 200 collaborateurs chacun, qui font, dont la valeur d'actifs au cumulé est aux alentours d'1,5 milliard, on est amené à se poser énormément de questions sur la façon dont on va engager ce processus de réorganisation. Et la question du digital arrive tout de suite. On avait eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de sujets comme d'autres, qui sont le BIM, la numérisation d'un certain nombre de nos fichiers clients, la volonté d'avancer sur des solutions de relations avec nos locataires qui sont aussi assis sur une dimension numérique, mais ça restait très marginal, ça restait embryonnaire et ça n'avait pas une cohérence globale à l'échelle de notre structure à 14 000 logements. Le fait de pouvoir basculer sur une structure à 32 000 nous donne ces moyens-là. En plus, on est accompagné assez fortement par la CG2LS dans le cadre des dispositifs d'accompagnement, ce qui nous permet justement d'engager une démarche de fond sur qu'est-ce que demain, un bailleur social de 32 000 logements doit pouvoir proposer à son écosystème, aussi bien à ses collaborateurs en interne qu'à ses locataires, qu'à la totalité de ses parties prenantes, pour être plus réactif, réussir à faire plus avec un temps qui n'est pas plus important et des ressources qui, on disait tout à l'heure, restent quand même très, très tendues. Et donc, à partir de là, on s'engage dès cette année dans une démarche de plan de digitalisation, plan de numérisation de nos relations avec, encore une fois, nos parties prenantes. Très bien, merci Erwan Robert. Christophe Lheureux, vous nous avez parlé tout à l'heure, juste en introduction, de la prise en compte des problématiques de carbone, de carbonation, de décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça se passe dans vos opérations de construction et de réhabilitation ? Alors, si vous le permettez, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon confrère Erwan de Bretagne. Il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit que il a rappelé l'importance de la donnée. Et effectivement, je pense que toute démarche de stratégie patrimoniale, d'arbitrage patrimonial, repose d'abord sur la connaissance de notre patrimoine à travers l'acquisition de la donnée. C'est indispensable pour pouvoir arbitrer dans l'environnement qui est le nôtre, où l'on fonctionne à budget contraint,
à ressources contraintes, c'est notre capacité à identifier les immeubles, les résidences sur lesquels il faut intervenir, sur lesquels il faut ravaler, réhabiliter, rénover, etc., etc. Tout ça passe, comme l'a dit Erwan, par la constitution d'une base de connaissances de notre référentiel, de notre patrimoine. Pour ce qui est de 3F, on s'est engagé dans ce sujet du BIM, ça a été évoqué également par mon confrère de Bretagne, depuis maintenant 2014. On a fait partie des précurseurs à s'être engagés, entre guillemets, en BIM. Le recours au BIM, à la fois pour nos opérations de construction et de réhabilitation, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans cette perspective de mieux construire et mieux réhabiliter en prenant en compte les enjeux dont on va parler ce matin, mais aussi l'utilisation du BIM, de la maquette numérique, comme outil de connaissance du patrimoine existant. On vient de terminer, là, il y a quelques semaines, la digitalisation de tout notre patrimoine francilien. Donc on a redessiné, on a rétro-modélisé 120 000 logements qui sont aujourd'hui décrits, dessinés, modélisés graphiquement, mais aussi avec toutes les données descriptives du patrimoine dans un outil dédié à la gestion en mode BIM. Donc ce capital d'information, il est indispensable, il est nécessaire aujourd'hui pour aider les investisseurs que nous sommes à faire les meilleurs choix. Alors pour autant, vis-à-vis du BIM, on est encore dans une démarche qui démarre depuis 2014, date à laquelle nous-mêmes nous sommes engagés en BIM. On a à notre actif plus d'une centaine d'opérations de construction ou de réhabilitation qui utilisent ce mode de management avec l'utilisation d'une maquette numérique 3D, 2 tiers en neuf, 1 tiers en réhabilitation à peu près. Donc on récupère des maquettes numériques, on essaye de les exploiter de façon tout à fait humble et modeste. Pour autant, on n'est pas encore au bout de la démarche. Il nous manque aujourd'hui, en tant que maître d'ouvrage, les bons outils pour pouvoir utiliser ces données dans les maquettes et pouvoir faire les arbitrages que j'évoquais il y a une minute. Mon rêve, si je peux me permettre, un rêve de maître d'ouvrage BIMer, c'est de pouvoir, en tant que maître d'ouvrage, à partir des données qui sont dans la maquette, pouvoir récupérer en quelques clics, sans tout le bazar digital qui est associé aujourd'hui, un tableau de surface, un coût de construction, un coût global, un poids carbone de mon projet de construction, un impact biodiversité, un impact qualité de l'air intérieur peut-être demain, un impact confort d'usage, voilà, à travers un tableau de bord qui me permettrait à moi, maître d'ouvrage, de juger de la qualité du projet qui m'est présenté par le maître d'œuvre et de pouvoir arbitrer ou pas, avec cerise sur le gâteau, si en plus j'ai dans cet outil idéal du maître d'ouvrage quelque chose qui me permet de faire varier quelques variantes, de mesurer les impacts d'un remplacement d'une fenêtre par un autre type de fenêtre sur le poids carbone par exemple. Mais on n'y est pas encore. C'est un message peut-être adressé au métier des éditeurs de logiciels pour qu'ils s'emparent des besoins du métier du maître d'ouvrage. Je pense que le métier de maître d'ouvrage est très mal connu. On a des éditeurs de logiciels qui sont très forts en architecture, qui sont très forts en fluide, en calcul thermique, mais le métier de maître d'ouvrage est mal connu. On est dans notre rôle de maître d'ouvrage, on est amené à s'intéresser à tout sur un projet. Son prix, son impact sur la biodiversité, sur la qualité d'usage pour nos futurs locataires. On s'intéresse à toutes les dimensions du projet, sans être spécialiste d'aucun de ces domaines. Donc il nous faut des outils qui nous aident à arbitrer, à prendre des décisions. Aujourd'hui, le marché n'y répond pas complètement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, je ne suis pas trop long à ce stade pour permettre la parole de circuler. Eh bien justement, merci. Laurent Guéquière, est-ce que vos adhérents peuvent se positionner un petit peu comme Christophe Lheureux, comme Erwan Robert, sur ce dont il parle, sur cette digitalisation, sur l'utilisation du BIM, etc. Ça paraît cohérent ? Oui, effectivement, non seulement ça paraît cohérent, mais quand on regarde comment nos voisins européens, qui ont également du logement social avec des bailleurs sociaux, l'ont intégré à leur fonctionnement, on est complètement dans la ligne en fait. Donc le rôle de bailleurs sociaux est en train d'évoluer à grande vitesse dans la plupart des pays européens. Il y a au niveau de l'Union européenne un
constat aujourd'hui de crise du logement abordable lié effectivement aux conséquences de la crise des subprimes et de la baisse des investissements en logement abordable par les États membres, qui ont conduit effectivement à créer cette crise avec des taux d'effort des ménages de plus en plus élevés et surtout une difficulté de plus en plus forte de se loger là où on travaille, c'est-à-dire là où l'emploi a d'abord été supprimé pour être relancé dans le cadre de la relance économique, mais qui aujourd'hui renvoie à des métropoles dont les coûts sont exorbitants pour les ménages. Et donc le métier de bailleur social a fortement évolué en la matière chez nos voisins européens et chez nous bien entendu. On l'a vu avec l'approche qui a été présentée. La question effectivement de l'usage de ces données, de leur traitement, de leur mise en œuvre à travers des politiques de plus en plus locales. En France, on reste un pays très centralisé dans la politique de l'habitat, contrairement à tous nos voisins où ce sont les régions qui sont compétentes et après les régions, les métropoles et les grandes villes, ce qui est encore loin d'être le cas en France avec une politique très centralisée dans sa mise en œuvre et dans ses priorités. Et c'est vrai que je dirais qu'on n'est pas en retard par rapport à nos voisins européens sur ces plans-là, mais on n'est pas non plus en avance. Et on a vu des exemples, notamment quand on regarde comment les Hollandais sont appropriés la question de la rénovation thermique de leur parc avec le projet initial d'Energy Sprong Pays-Bas, qui était quand même une première en la matière, qui a été exporté au Royaume-Uni puis en France. On voyait bien que dès le début, il y avait un processus, puis ça remonte à plus de 10 ans aujourd'hui, tout à fait innovant et une capacité d'innover et de bousculer un peu les lignes en raison d'une régulation de ces bailleurs beaucoup plus souple que celle qui existe en France. Donc je dirais qu'on n'a pas forcément de retard par rapport à nos voisins européens. On est dans la bonne voie, mais on a pris le train un peu plus tard pour des raisons, je dirais, de fonctionnement, pour des raisons d'organisation. Et aujourd'hui, on en discutait encore tout à l'heure pour préparer cette table ronde. On s'aperçoit qu'il y a dans tous les bailleurs sociaux, qu'ils soient français ou européens, un changement de génération du personnel. Il y a un turnover très important, donc une nouvelle génération qui va prendre les rênes et qui est complètement imbibée de ces problèmes de digital, de traitement, de nouveaux dossiers. Et ça, je crois que c'est certainement l'élément clé aujourd'hui de notre capacité à s'adapter à ces évolutions, c'est d'avoir effectivement ces renouvellements de personnel avec effectivement des personnes qui ont une culture complètement différente de ces traitements et de la façon dont les utiliser dans le logement social. C'est intéressant de vous entendre sur l'Europe. Je vous demanderai d'autres précisions tout à l'heure sur nos voisins. Que font nos voisins et où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'on se positionne. Mais on a entendu un peu trop souvent Energy Sprong. Là, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Thibaut Péraillon, je me tourne vers vous. Ça fait 3 fois que ce mot ressort. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Et voilà, à quoi ça sert? Effectivement, on peut en parler et merci de ces initiatives et de cette mention d'Energy Sprong. Je pense que le besoin pragmatique duquel ce projet part, il y a un certain nombre de projets chez Greenflex sur lesquels on s'appuie sur le numérique comme un accélérateur de façon d'arriver aux transitions et en tout cas aux effets d'échelle que l'on attend tous. Le fait générateur d'Energy Sprong aux Pays-Bas, initialement, c'était de se dire qu'il y avait un peu un choix à faire entre 2 opportunités. Une première qui était celle de rénover avec des performances relativement exceptionnelles un certain nombre de bâtiments, mais de façon très limitée, avec des capex relativement élevés, et donc finalement pas dans la mesure du nombre de réhabilitations qu'on doit engager par an, ou la possibilité inverse de faire beaucoup de rénovations distribuées, mais de saupoudrer entre guillemets sur le patrimoine, ce que les maîtrises d'ouvrage et gestionnaires de patrimoine qui nous écoutent ou qui sont présents autour de la table ne voient pas non plus comme une stratégie satisfaisante. Et donc ça semble utopique, mais l'idée initiale, c'est bien de dire qu'il existe une 3e voie, qu'on peut faire des rénovations très performantes, plus qualitatives, et qu'on doit pouvoir les faire de façon massive. Et donc pour cela, ce mot barbare, a priori Energy Sprong, qui veut dire saut énergétique en néerlandais, est une initiative donc, qui a émergé aux Pays-Bas et qui a eu pour objectif de relever ce défi, de se dire on doit pouvoir rénover plus performant, plus qualitatif, moins cher et plus rapidement. Et donc pour cela, elle s'est appuyée, cette démarche, sur un cahier des charges relativement exigeant en termes de performance, puisque le but est d'atteindre des bâtiments post-rénovation qui soient énergie zéro garantis sur le temps long.
et donc qui est en termes de performance quelque chose, pour vous donner des perspectives, qui va bien au-delà par exemple de ce qu'est notre actuelle réglementation dans le neuf. Donc on est vraiment sur des bâtiments qu'on vient réhabiliter lourdement. Et en partant du principe qu'avec ces exigences de résultats et non plus des exigences de moyens sur les coefficients d'isolation, des menuiseries, des épaisseurs d'isolant, etc., on arrivait à donner de la responsabilité, de la visibilité aux entreprises de façon à ce qu'elles puissent investir dans des outils, des méthodes et des produits qui vont permettre de relever ce défi. Alors pragmatiquement, comment ça se passe? Je vous propose peut-être qu'on regarde une petite vidéo pour voir une démonstration, et puis on pourra décrypter un petit peu à la fois comment le numérique permet de répondre à un certain nombre des défis techniques et organisationnels que pose l'atteinte de ces objectifs, et finalement où est-ce qu'on en est de cette démarche aujourd'hui et quelles sont ses perspectives pour demain. On a une vidéo à vous montrer, elle dure un peu moins de 4 minutes. Regardez. Alors, on va pouvoir commenter en même temps, peut-être Thibaut, les images qu'on va voir. Je vous laisse la parole. Voilà, donc sur le numérique, là, on voit typiquement un scan 3D qui est fait des façades existantes pour pouvoir leur apporter des façades qui seront préfabriquées hors site dessus. Donc là, on a la modélisation BIM où on voit finalement sur le logiciel les façades existantes des bâtiments sous forme de nuages de points, avec un niveau de précision qui est très important, puisque bien évidemment pas un bâtiment construit, même selon des standards relativement similaires, n'est identique dans l'existant. On doit s'adapter aux contraintes de la façon dont ils ont été construits, et des variations de l'ordre du centimètre ou du demi-centimètre ont leur importance. Donc on les modélise sur ces outils numériques qui vont permettre ensuite d'envoyer ça c'est l'émergence d'une nouvelle filière industrielle liée au hors-site, préfabriquer un certain nombre d'éléments avec une valeur ajoutée forte en intégrant classiquement les menuiseries, l'isolation, les parements de façade. Donc en répondant à différents usages de besoins du bâtiment, on préfabrique des façades qu'on va venir rapporter ensuite sur le bâtiment existant de façon à l'isoler très très fortement à un niveau quasi passif, voire passif, avec des questions de logistique et de transport, encore une fois, sur lesquelles les outils numériques ont clairement un atout à être valorisés. Là, on voit les installations sur site de ces éléments préfabriqués hors site, donc à la base d'une maquette numérique dont le relevé a été fait sur l'état de l'existant. Ça, c'est des nouvelles façons de faire qui sont relativement nouvelles en France et qui posent un certain nombre d'interrogations, notamment vis-à-vis des réglementations, etc. Il y a tout un tas de freins à régler, et ça a été l'objet de ce premier projet démonstrateur qu'on voit là, de 10 maisons, donc relativement modestes, en 2018, de démontrer que techniquement c'était faisable. C'est de la réhabilitation là. C'est de la réhabilitation, exactement. Tout à fait. Avec la possibilité de transposer des méthodes significativement similaires dans le neuf, ce qui est une opportunité pour les marchés demain. Et puis je pense que ça fait écho aux propos de Laurent Guéquer aussi sur la notion européenne. C'est un projet notoirement transfrontalier, puisque là c'est à l'échelle d'Interreg North-West Europe que, grâce à ce soutien d'ailleurs de la Commission européenne, que ce projet a pu voir le jour, avec une diffusion des résultats et des problématiques similaires dans les pays limitrophes de la France qui se posent. Donc on voit finalement une façon de faire qui est un peu différente, et l'appui technologique comme un moyen, et je pense que c'est de façon sous-jacente un des points essentiels que j'aimerais appuyer ici, le numérique comme un moyen finalement de réussir à faire mieux, plus qualitatif, et surtout de répondre aux enjeux, y compris en termes de délai et de coût. Alors le défi, c'est de passer de ces phases de prototype, dans lesquelles on était il y a quelques années en France, et vers des phases de déploiement massif, c'est-à-dire que ce qui devient l'exception deviendra la règle, avec bien évidemment un certain nombre d'enjeux, et en particulier ceux qui étaient mentionnés, que ce soit par Erwan ou que ce soit par Christophe, sur les enjeux financiers. C'est nécessairement des réhabilitations dont on doit pouvoir trouver un travail sur la diminution des coûts. Et là, en l'occurrence, c'est un des autres avantages à mon sens du numérique, c'est que le numérique permet de faire parfois plus efficacement et plus qualitativement, sans que ce soit une réponse dogmatique et systématique, mais parfois c'est très pertinent. Ça permet de pouvoir bien évidemment faire plus qualitatif et moins cher. Donc avec l'avènement de nouvelles façons de rénover. C'est un exemple des projets que je souhaitais peut-être illustrer aujourd'hui avec la puissance des outils numériques comme un vecteur. On pourra en parler d'autres éventuellement, mais je laisse à ce stade peut-être
les autres intervenants réagir. Eh bien, on peut peut-être demander à M. Arnaud de réagir en tant que CEREMA bâtiment sur ce que vous venez, sur ce que Thibaut vient de nous démontrer, de nous montrer. Je reste encore assez impressionné par ce processus de réhabilitation. C'est quelque chose qui se développe, M. Arnaud ? Fondamentalement, oui, ça se développe et on a besoin de solutions techniques de réhabilitation. Et l'exemple même d'Energy Sprong montre qu'en optimisant, on arrive à faire des choses. Je voudrais citer un exemple qui m'a interpellé, qui est né d'une discussion que j'avais avec l'IFPEB, l'Institut français pour la performance énergétique des bâtiments. Et on réfléchissait, parce qu'on travaillait ensemble, et je vais vous expliquer sur quel aspect. Et il m'expliquait que dans le monde de l'automobile, en fait, les motoristes, les gens qui feront des voitures avaient gagné beaucoup en termes d'énergie. Mais dans le même temps, on avait des voitures qui sont plus grandes, qui sont plus grosses, et notamment avec les SUV. Et tout ce qui avait été gagné d'un point de vue ingénierie était perdu au niveau du marché. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis extrêmement intéressé par des solutions techniques, mais je dis il faut aussi une dimension humaine. Il ne faut pas oublier que dans les logements, il y a un certain nombre de personnes, on les appelle nous les usagers, qui vont interagir avec les bâtiments. Donc il y a des solutions et moi je trouve que c'est extrêmement réjouissant et bien entendu qu'il faut en parler beaucoup, mais il faut aussi traiter les usagers qui sont dedans et le CEREMA a mené un certain nombre d'études justement pour mettre en avant l'action que peut avoir l'usager et instantanément. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est complètement complémentaire. Je l'explique. Si vous prenez, nous travaillons, et je vais prendre cet exemple-là, dans les collèges et lycées. C'est a fortiori des établissements dans lesquels il y a une vraie difficulté fondamentale parce qu'en fait les gens rentrent, sortent, sont là que pour des petites périodes et parler d'économie d'énergie avec des gens qui n'utilisent pas un bâtiment très très longtemps, ben, ça peut paraître très compliqué. C'est compliqué pour des établissements où il y a beaucoup de déperdition, c'est avéré, et donc beaucoup de dépenses. En plus, avec l'augmentation du prix de l'énergie aujourd'hui, c'est encore plus marqué. On a une action qui vise à avoir des gestes simples de manière à faire des économies d'énergie sans investir beaucoup. Ça passe par un diagnostic, ça passe par un réglage des équipements, ça passe par du relamping s'il y a besoin, ça passe par la réparation d'une fenêtre si un carreau est cassé, parce que très simplement, l'énergie, elle part par où elle trouve le chemin le plus facile pour partir. Et puis, ça passe par du travail avec les étudiants, donc la formation d'éco-délégués. Les éco-délégués parlent à leurs collègues, à leurs copains, et petit à petit, eh ben, ça fait une action où on fait un certain nombre d'économies. Et pour objectiver ça, on a développé avec l'IFPEB un outil pour regarder au quotidien comment se positionne un établissement par un autre, et en créant une compétition, un challenge, un championnat, et ben en fait il y a une émulation qui se fait que aussi naturellement chacun va faire le petit geste pour essayer de gagner un petit peu dans la performance. Ce sont des gestes simples, les résultats ils sont significatifs. Je le dis, investissement très 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 faible au regard des solutions technologiques qui sont présentées, et le résultat en moyenne, on a encadré 500 établissements aujourd'hui de nature complètement différente, de taille complètement différente, de localisation complètement différente. 500 établissements, on en a 700 inscrits et on veut aller jusqu'à 1000 établissements. Sur les 500 premiers, la moyenne des économies d'énergie est à 13%. Je laisse les responsables des établissements faire le calcul avec le coût aujourd'hui, mais le coût demain sera sûrement gagnant. Et je pense qu'il y a une action majeure à faire avec des gestes et sans modifier très concrètement ni la qualité des bâtiments dans lesquels on est, ni le confort, bien entendu, des usagers. Et alors c'est encore mieux si c'est pensé dès la construction et dès la réhabilitation. Parce qu'après tout, c'est l'occasion. Alors le deuxième volet, effectivement, et vous avez raison, c'est que ce travail-là de faire attention, éteindre quand on sort, ou de couper le chauffage quand on ouvre une fenêtre, ou de faire des petits gestes comme ça, c'est valable aussi
quand le bâtiment il a été réhabilité et avec la même puissance d'économie d'énergie par rapport à un bâtiment qui, pour le coup, va être beaucoup plus performant d'un point de vue énergétique. Je vais vous donner un exemple qui m'a marqué dans le cadre de mes missions antérieures. J'ai eu l'occasion de travailler dans un bâtiment où on avait mis le high-tech en termes de technologie pour faire un bâtiment. C'était dans la ZAC de Bonne à Grenoble, un bâtiment qui a vraiment été développé dans l'esprit d'avoir un bâtiment très performant ou ultra performant d'un point de vue énergétique. Et bien en fait, au bout d'un certain temps, court, 6 mois, 8 mois, on s'est aperçu que les performances n'étaient pas là. Simplement parce que le bâtiment, c'est pas qu'il n'était pas performant, c'est qu'il était mal utilisé. Et à partir de là, il y a eu une prise de conscience sur le fait de travailler avec les usagers qui étaient dedans, leur expliquer d'où venait et où partait la performance énergétique, de manière à ce que ce haut niveau de bâtiment puisse donner des très faibles consommations énergétiques. Cette étape-là, elle est essentielle. Avoir des démarches d'ingénierie, c'est fondamental, bien entendu, des performances, mais avoir aussi une utilisation précautionneuse, c'est tout autant essentiel. Eh bien, on va vérifier ça auprès de nos bailleurs. On va aller en Bretagne pour commencer. Erwan Robert, ce que dit Laurent Arnaud fait écho chez vous. Il faut que le locataire, l'usager, comme dit M. Arnaud, soit acculturé, sensibilisé. Et c'est par là que les bâtiments que vous aurez construits, que vous aurez réhabilités avec beaucoup de science et beaucoup de précautions seront le mieux utilisés. L'usage, la formation des locataires, effectivement, c'est devenu maintenant un incontournable. On voit bien que toute opération de rénovation ou même de livraison de logements un peu high-tech, comme ça a été dit, ne peut s'envisager sans une formation forte des locataires. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, moi, je me permets juste d'intervenir sur un point par rapport à ce qui a été dit par les intervenants, pour donner des ordres de grandeur. Le temps est nécessairement court et c'est pour vous montrer qu'on est passé d'une phase où le digital était utile à une phase où le digital est indispensable et nécessaire. Le facteur qu'on oublie trop, c'est le facteur temps, en fait. On l'a vu avec la COP21. Aujourd'hui, la planète n'a plus le temps de nous attendre. Les mutations démographiques, elles nous dépassent. Le vieillissement de notre patrimoine va beaucoup plus vite qu'on ne peut le traiter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à partir de là, il va falloir qu'on apprenne à faire plus vite avec des moyens humains qui vont rester ceux qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et la seule alternative, la seule solution pour accélérer les choses, ça va être justement de passer par ce canal-là. Un exemple qui rejoint la thématique de votre journée aujourd'hui, on a commencé avec Carbone 4 ou avec d'autres cabinets d'ailleurs, même en discutant avec Greenflex, puisqu'on participe aussi à Energy Strong, à regarder un peu quel serait le niveau d'investissement qui devrait être le nôtre si on voulait être à l'heure par rapport à ces objectifs qui sont fixés aujourd'hui par la COP21 et qui sont transcrits dans la loi. Sur la partie rénovation énergétique, il faudrait passer de 1 milliard d'euros d'investissement par an à 4 milliards d'euros d'investissement par an. D'accord. Ils sont ceux-là. Donc, Laurent parlait tout à l'heure et je souscris aux analyses et aux actions qui sont portées par l'USH à Bruxelles d'1 milliard d'euros. Là, les ordres de grandeur annuels sont déjà uniquement sur ce segment-là de l'ordre de 3 milliards d'euros qu'il faut aller trouver dans le cadre d'un nouveau modèle économique. Donc, Greenflex, oui, c'est très bien. Energy Strong, encore une fois, on y participe. Il y a d'autres démarches qui sont engagées. La question, c'est est-ce qu'on va faire de l'excellence sur un petit nombre de logements ou est-ce qu'on va vers quelque chose qui est peut-être moins ambitieux, mais sur la totalité des logements. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a des positions fermes, importantes à prendre à l'échelle nationale et puis ensuite qui doivent pouvoir se décliner aux échelles régionales et départementales. Et encore une fois, si on veut atteindre cet objectif-là, et je vais vous donner un autre exemple, il faut qu'on passe par la case digitale. L'autre exemple, c'est le vieillissement de la population. En tant que bailleur, on est confronté à énormément de mutations et notamment des mutations démographiques. On a connu le desserrement des ménages, on a connu une évolution de l'habitabilité ou de l'habitation de nos logements. Là, aujourd'hui, la population des plus de 75 ans, elle va être multipliée par 1,5 en l'espace d'une décennie. Et on n'a pas la possibilité de créer des places d'EHPAD ou de résidences autonomie en nombre suffisant. Donc, l'alternative, ça va être d'accueillir les gens le plus longtemps possible, dans les logements locatifs sociaux. La partie technique, on saura peut-être la traiter, mais à défaut de mettre en place un vrai service, une vraie capacité d'accès pour ces personnes-là aux services qui leur sont nécessaires pour continuer à vivre dans nos logements, on va avoir des difficultés
que chacun peut entrevoir. Donc, il va falloir de nouveau, encore une fois, innover, trouver les moyens d'assurer la connexion entre nos locataires, et notamment les locataires âgés, et la totalité de leur écosystème. Et ça passe là aussi par des outils qui rejoignent ceux qui sont évoqués aujourd'hui. Et puis, le dernier élément, c'est que ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Christophe, on est un peu plus de 500 bailleurs, je crois, maintenant en France, après la réforme. Ça veut dire qu'avec 500 conseils d'administration, vous êtes capable de parler avec quasiment les deuxièmes ou troisièmes investisseurs publics ou parapublics de France. Donc on est, c'est important de le dire, des formidables outils de transformation écologique, économique, sociale sur un territoire, et il faut qu'on se réapproprie cette notion-là. Le patrimoine social en France, il vaut 400 milliards d'euros. C'est une richesse incroyable qui a été créée par l'épargne des Français. Il faut qu'on le réutilise pour en faire véritablement un vecteur de la transformation écologique dont vous parlez aujourd'hui. Et ça passe même encore par l'utilisation des outils numériques. Merci Erwan Robert. Christophe Lheureux, une réaction? Oui, je veux bien réagir parce que finalement les illustrations qui viennent d'être données montrent bien les défis auxquels la filière est confrontée aujourd'hui. Alors quand je dis filière, c'est bien l'ensemble des acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises, exploitants, mainteneurs. Et à mon sens, il y a 4 défis majeurs. Le premier, c'est qu'il nous faut faire aujourd'hui des bâtiments vertueux, c'est-à-dire des bâtiments qui consomment peu. Ça va de soi au regard des engagements qu'on a pris et des exigences légitimes qui sont là. Donc des démarches comme l'éco-conception, par exemple, sont tout à fait intéressantes à regarder en phase projet. Le recours à des matériaux également vertueux, tout à fait intéressant. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est celui du bâtiment intelligent, c'est-à-dire des bâtiments qui consomment juste ce qu'ils doivent consommer. Et là, on peut s'appuyer sur les technologies, l'IoT, les capteurs, qui aident finalement à réguler la bonne température dans les locaux quand ils sont occupés et aussi quand ils ne sont pas occupés, etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième défi du bâtiment intelligent. Le troisième défi, c'est celui de l'évolutivité, c'est un terme compliqué à dire, de nos bâtiments. Jusqu'à présent, on construit un bâtiment d'habitation et il restera bâtiment d'habitation pendant 30, 40, 50 ans. On construit de l'immeuble du bureau et il restera immeuble de bureau pendant 30, 40 ou 50 ans. Bon, on voit bien que ça ne peut plus marcher comme ça, que le bâtiment doit être pensé dans l'évolution de ses usages. Aujourd'hui, chez 3F, par exemple, on est beaucoup appelé sur des projets de transformation de bureaux en logements. Des mètres carrés de bureaux en Ile-de-France, il y en a à pléthore. Des mètres carrés de logement, il y en a un peu moins. Donc on travaille là-dessus. Alors ça coûte cher parce que le bureau de logement, le bureau n'est pas conçu initialement pour pouvoir être adapté. Donc c'est des projets qui coûtent cher. Donc il faut intégrer dans les nouvelles opérations cette capacité du bâtiment à évoluer au gré de l'évolution des usages. Et puis le dernier défi, je pense, c'est celui de la résilience de nos bâtiments. On est en mars, il fait 20 degrés dehors à Paris, 20 degrés au mois de mars. Alors on s'en réjouit parce que c'est agréable de voir un peu le soleil, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc travailler sur les questions de confort d'été, d'îlots de chaleur, et puis préparer nos bâtiments ici en Ile-de-France, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, à supporter des chaleurs de 40, 50 degrés demain, après-demain, en été. Comment on adapte tout ça pour que la ville soit vivable. On évoquait les enjeux financiers. Avant d'entrer dans cette table ronde, on évoquait aussi les enjeux de ressources humaines. Je pense que Laurent a quelques chiffres à nous donner sur les volumes à traiter en termes de rénovation. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, certes, on s'est fixé des objectifs très ambitieux et ils sont légitimes, encore une fois. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a les compagnons? Est-ce qu'on a les... Pas sûr. Et je passe le ballon à Laurent pour rebondir là-dessus. Laurent Guéquière, à double titre pour répondre à ça et puis pour parler aussi de l'Europe, des fonds européens et de la façon dont on peut mobiliser quand on est bailleur les fonds européens pour ces programmes de réhabilitation et de construction. Mais d'abord, peut-être sur ces questions de ressources humaines, c'est intéressant. Qui va pouvoir travailler, qui va pouvoir assurer toutes ces constructions et réhabilitations? Non, effectivement, on en discutait encore avec des députés européens qui envisageaient carrément de définir au niveau européen un plan Marshall de la rénovation thermique, vu effectivement l'importance des investissements qu'il faudra conduire
et les changements que cela peut apparaître. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir une commission européenne présidée par van der Leyen, qui est quand même très intéressée par les questions urbaines, par les questions de logement. Elle est même intervenue à notre congrès à Bordeaux en plénière dans le cadre du nouveau Bauhaus européen. On en parlera tout à l'heure. Il y a aujourd'hui un vrai intérêt de la Commission européenne à traiter ces problèmes du logement dans le cadre du Green Deal, de leur pacte vert. Le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on est face, et ça a été très bien dit par notre ami breton, à des montants d'investissement complètement délirants par rapport à ce que l'on peut faire aujourd'hui, au financement qu'on peut trouver aujourd'hui, et à la capacité de nos locataires à assurer ces investissements en termes de loyer, d'accessibilité, etc. Je parlais beaucoup, on a beaucoup suivi ce qui s'est fait à Waterloo avec Veolia dans le cadre d'Energy Sprong. Ils nous disaient ok, c'est génial, mais c'est bien plus cher que de faire du neuf. Bon, est-ce qu'on est en capacité d'appliquer Energy Sprong sur tout le patrimoine HLM aujourd'hui ? Non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on arrive à... On parle de massification dans le champ des maîtresses d'œuvre et des entreprises, mais comment on va massifier les financements qui devra se mettre en place en la matière ? Et donc, on travaille beaucoup avec la Commission européenne, le Parlement aujourd'hui, mais qui ont des objectifs aussi délirants que ceux qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Actuellement, on est dans une directive européenne qui est en débat au Parlement européen et au Conseil, à un chiffre avancé par la Commission européenne de 35 millions de bâtiments à rénover dans 7 ans, jusqu'en 2030, dans le cadre de l'application de Renovation Wave, de la vague de rénovation, et du Fit for 55, qui est un plan d'action législatif pour mettre en œuvre cette vague de rénovation des bâtiments. Et quand on dit 35 millions de bâtiments, de bâtiments, pas de logements, de bâtiments. Et donc, on a aujourd'hui 2 directives importantes pour notre secteur. La directive sur l'efficacité énergétique, donc tout ce qui est étiquette énergétique qui est en train d'être revue en termes d'intensité, et surtout la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui concerne directement tous les bâtiments, dont les logements sociaux, et dans lequel, effectivement, on a eu un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. Et donc là, on est face à des niveaux d'exigence qui sont inapplicables aujourd'hui. Je ne vois pas comment demain, si cette directive est adoptée, on pourra imposer aux organismes HLM de rénover tous ces bâtiments d'ici 7 ans. Donc la question qui est effectivement sur la table et auquel pour l'instant on n'a pas de réponse, c'est comment, au-delà de ce qu'on a pu déjà obtenir du côté du FEDER ou de la BEI, comment on peut aller au-delà et répondre à ces besoins de financement. Je ne crois pas qu'on pourra rester sur un mode de financement, de programme à l'équilibre comme on a pu les avoir dans le neuf ou dans la réhab aujourd'hui. Il faudra qu'on change de modèle économique, vu l'importance des investissements à faire, vu leur caractère incontournable par rapport au changement climatique, on ne pourra pas y couper. Comment l'Union européenne peut-elle nous aider, comme elle l'a fait dans le cadre de la relance ? On a eu des aides très importantes pour rénover thermiquement dans le cadre de la relance. On a eu tout le plan de relance économique de Barroso et de Juncker à travers des garanties publiques accordées par l'Union européenne à des bailleurs sociaux, notamment des organismes HLM qui en ont bénéficié. Je crois qu'il faudra, compte tenu des directives qui vont être adoptées, notamment la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui va s'appliquer au logement social, même si on essaye de réduire un peu l'impact, mais c'est incontournable. On ne peut pas aujourd'hui politiquement aller contre ce type de décision européenne. Il faudra qu'on invente un nouveau système de financement qui s'adapte à ces besoins, des besoins de très long terme. On travaille actuellement, on a mis en place une alliance européenne sur le logement abordable et inclusif en France, qui met autour de la table l'Union sociale pour l'habitat, la Banque des territoires de la Caisse des dépôts et consignations, la Banque européenne d'investissement de l'Union européenne, qui est comme la Banque du climat qui va concentrer 50% de tous ces emplois sur la rénovation thermique, et la Banque de développement du Conseil de l'Europe. Donc on a mis l'Union européenne et le Conseil de l'Europe autour de la table à travers leur banque d'investissement, la Caisse des dépôts et l'Union, pour définir nos besoins dans l'avenir. Et là, on a expérimenté des formes de prêts intermédiaires dans un premier temps en 2021 et en 2022, à la fois pour la lutte contre la précarité énergétique,
pour bien entendu la rénovation thermique des logements sociaux, mais également la construction de logements sociaux et le développement de logements adaptés pour des populations en très grande difficulté. Comme je le citais tout à l'heure, on a signé donc entre la BEI et la Banque des Territoires un prêt global d'1 milliard d'euros. Alors effectivement, ça paraît énorme, mais comme vous le disiez, c'est pas grand-chose par rapport à nos besoins, y compris nos besoins bretons. Et donc, il faudra qu'on utilise cet outil comme un exemple pour aller beaucoup plus loin en 2023. Actuellement, notre priorité, c'est d'assurer une meilleure coordination pour les organismes HLM entre ce qui est mobilisable au niveau du FEDER. Alors le FEDER, c'est le Fonds européen de développement économique régional, c'est du cash, c'est des subventions à fonds perdus qui sont gérées par les régions. Les régions sont autorités de gestion pour le compte de l'Union européenne. Et donc, on a travaillé avec le gouvernement français et la Commission européenne sur l'accord de partenariat entre la France et la Commission sur les priorités de cette politique de cohésion en France. Et il y a un volet rénovation thermique très très important dans cet accord de partenariat. Et ça doit se traduire aujourd'hui, d'ici la fin septembre, par des programmes opérationnels régionaux de chaque région qui vont décliner ces objectifs-là. Alors d'une région à l'autre, ça peut être très différent. On y a mis au-delà du logement social les bâtiments publics. Donc il y aura une sorte de concurrence dans l'accès à ces fonds. Donc des fonds qui ne vont pas être suffisants pour résoudre ces problèmes de chiffres et de montants, mais qui vont quand même permettre de mettre en avant des programmes innovants comme Energy Sprong. On l'a vu, notamment en Pays de la Loire, il y aura une mobilisation du FEDER dans l'appel à projet commun. Donc on pourra commencer à tester des nouveaux modes de financement pour les généraliser dans le futur. Mais c'est vrai que c'est un problème très très compliqué qui n'est pas propre à la France, loin de là. Tous les pays européens sont confrontés à ces problématiques de directives européennes qui vont devoir être transposées en droit interne et devenir contraignantes en termes d'objectifs à atteindre, sachant que ces objectifs sont très 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 ambitieux. Mais en même temps, si on veut avancer, il faut de l'ambition et il faut pouvoir le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on en est encore très très loin. Très bien, merci. On a quelques questions avec lesquelles on peut faire quelques transitions et peut-être que Thibaut Péraillon, vous pouvez y répondre. Déjà sur la question du surcoût de ce que vous nous avez montré, on est quoi dans une sorte de prototypage là maintenant et tout ça va baisser quand on industrialisera le plus le processus de ces préfabrications? Alors, fallait venir à Paris 10 hier après-midi, on parlait de tout, mais on pourra diffuser les ressources associées. Je voulais rebondir en répondant à cette question, bien évidemment, mais sur une perspective plus large qui me paraît essentielle et quelque chose qu'on a partagé un peu tous ensemble, mais qu'on ne s'est pas dit explicitement, c'est qu'en réfléchissant avec les moyens et avec les solutions d'aujourd'hui, on ne répond pas aux défis de demain. Et chez Greenflex, il y a un point qui nous tient beaucoup à cœur, c'est d'essayer de travailler sur l'émergence des filières du futur et des besoins du futur. Et à ce titre, Energy Sprong n'est qu'une des solutions parmi une multitude dont on aura besoin demain pour construire les stratégies de transition des patrimoines immobiliers. En cela, je rejoins la remarque de M. Erwan Robert sur le fait que ce n'est pas une réponse unique à tous les besoins et ce n'est pas du tout une recette magique qu'il suffit d'appliquer. Elle a en revanche le mérite de pouvoir montrer la voie à un certain nombre d'acteurs qui souhaitent relever ces défis demain et qui souhaitent faire un pas un peu en rupture par rapport aux pratiques actuelles sur ces questions de transition. Et avec, pour répondre plus directement, une perspective où aujourd'hui on prend, en France, ça a été une phase de prototypage, on va dire des années 2017, plutôt 2018 jusqu'à 2020. Depuis 2020, on est dans une phase de passage à l'échelle. 2021, on est, pour parler concrètement, passé de 3 démonstrateurs qui faisaient respectivement 10, 12 et 14 logements à plusieurs milliers de logements engagés en cours de rénovation. Donc on a finalement cette vague de rénovation qui existe déjà et qui est en cours sur Energy Sprong, avec tout un tas de premières réussites, notamment la capacité d'avoir pour n'importe quel opérateur économique accès à ces marchés, qui était une des interrogations, mais avec aussi des vraies trajectoires de progression et des challenges aujourd'hui, notamment sur la question des coûts. En revanche, Energy Sprong est peut-être une des seules dynamiques qui cherche à travailler sur cette baisse de coûts, en partant du principe de se dire aujourd'hui, on va utiliser des nouvelles solutions, on va s'appuyer sur des nouveaux outils, on va être dans des contextes qui sont relativement incertains, côté maîtrise d'ouvrage comme côté entreprise, puisqu'on va changer nos façons de travailler. Nécessairement, on est sur des volumes extrêmement restreints initialement, vous l'avez compris, sur ces phases de démonstrateurs. Donc oui, on était sur des coûts élevés. En revanche, et on alimente pour cela un observatoire coût-qualité-impact dans une logique open source,
on voit de réels progrès de la filière au fur et à mesure qu'elle s'approprie finalement ces différentes façons de rénover, ces différentes façons d'appréhender les réhabilitations, et y compris en incluant les usagers. Et je rejoins en cela les propos de Laurent Arnaud, qui me semblent assez essentiels. Les rénovations Energisprong, un point qu'on n'a pas mentionné, c'est que ce n'est pas du high-tech volontairement, c'est la meilleure dose de combinaison d'outils numériques, de solutions techniques, au service du confort et de la qualité de vie des occupants, et dans des logiques d'adaptation au changement climatique. Donc il y a une phase qui a été celle de découverte de l'approche, on va dire, en France, et de valider que c'était techniquement faisable dans les années 2018-2020. Il y a depuis une phase de déploiement. Là, on attend les premiers résultats sur lesquels on va pouvoir communiquer assez largement au cours de cette année, mais des vrais changements et des vraies transitions. En revanche, ça ne reste qu'une des solutions, et je pense qu'on pourra par ailleurs mentionner peut-être plus tard dans les échanges certains sujets qui ont été avec Erwan sur les sujets de déconstruction. Voilà, on y vient, mais juste on va clôturer là-dessus. On va pas tout faire sur Energisprong, mais on a quand même des réactions. Alors y a quelqu'un qui dit que esthétiquement on est au niveau zéro de l'architecture, ou bien parvient-on parfois à faire mieux. Alors c'est peut-être les essais, les balbutiements, je sais pas. Alors je serais très heureux de rencontrer cette personne. Il y a une question de goût notoirement, mais pour le coup les architectes sont des acteurs essentiels dans ces réhabilitations. On a tendance à se dire, il y a énormément d'idées reçues relatives à Energisprong, à tel point qu'on va faire un FAQ sur notre prochain site internet pour y répondre, parce que c'est des questions que se posent les acteurs, et avec la culture française habituelle de commencer par le négatif avant d'aller chercher le positif. Mais il y a un certain nombre de questions que soulève Energisprong, et dont la place de l'architecture et de la question des architectes dans les réhabilitations Energisprong. Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'eux-mêmes pour en parler? C'est ce qu'on a fait dernièrement en leur donnant la parole pour tous ceux qui s'engagent au quotidien dans ces marchés, qui vont faire avec des différences de rendu qui sont absolument extraordinaires. Et on a tendance un peu à cette perspective de se dire, on va revenir à la Forte, c'est-à-dire demandez-moi n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire sur ces réhabilitations industrialisées. Alors que finalement, on a un peu évolué quand même depuis, et y compris d'ailleurs sur ce parallèle avec l'industrie automobile. A priori, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, n'importe quelle motorisation, et j'espère des plus vertueuses demain, et des véhicules moins lourds, on en a parlé. Bon, bref, tout cela pour dire que cette customisation et cette capacité à adapter à la fois l'aspect esthétique, qui n'est qu'une des parties de l'architecture, et également l'aspect fonctionnel, qui est un point essentiel qui a été mentionné par Monsieur Lheureux tout à l'heure sur la modularité et l'évolutivité des bâtiments, est largement facilité dans le cadre de ces recours à des rénovations ou à des constructions qui s'appuient sur ces méthodes industrialisées. Il y a une question aussi sur ces processus extrêmes d'industrialisation préservent-ils le tissu d'artisans locaux et TPE? Une extrêmement bonne question également, qui fait partie classiquement de celle que l'on a. Il y a demain, de ma vision des choses, et je suis prêt à en débattre avec l'ensemble des acteurs aussi autour de la table, le souhait de se dire que, comme je le mentionnais tout à l'heure, Energisprong n'est pas une réponse unique. Elle est une réponse dans un environnement de cocktail de solutions qui seront nécessaires à déployer pour les stratégies patrimoniales de patrimoine immobilier demain. Il y aura dans tous les cas toujours ces rénovations à faire qui sont par lot aujourd'hui et faites avec des artisans locaux, qu'ils soient de petite ou moyenne taille, et avec les entreprises du territoire, d'une part. Il y aura des solutions de rénovation qui seront industrialisées pour répondre aussi à des enjeux en termes de volume et de déploiement, dans lesquels ces entreprises ont le même rôle, et on pourra communiquer très prochainement. Laurent Guéquière mentionnait MASH, qui est la première centrale d'achat en France pour commander massivement ces réhabilitations industrialisées. Je me permets de le dire aujourd'hui, mais 50% de ce marché est capté par des PME. Donc c'est pas destiné qu'à des grandes majors. Et ce que l'on voit sur ces vidéos, ce qui semble un peu sortir aujourd'hui du high-tech, des outils numériques, en fait, n'importe quelle structure est capable de les appréhender dès le moment où, point essentiel, elle a la visibilité sur des investissements à consentir en face, c'est-à-dire une visibilité de la part des maîtrises d'ouvrage sur un investissement substantiel et dans le temps sur ces réhabilitations. Si c'est pour faire des démonstrateurs de 10 et 12 logements, ça va être onéreux. Si c'est une vraie industrie demain, un plan Marshall de la rénovation dont Energisprong pourra être l'un des modestes vecteurs contributeurs, à ce moment-là, ils pourront investir et se déployer dessus. Très bien. Si je peux mettre les pieds dans le plat. Allez-y, monsieur Leroy. Parce que toutes ces questions-là sont bonnes, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais Thibault l'a dit, Laurent l'a évoqué. Par rapport à ce modèle-là, c'est le modèle économique, finalement. Enfin, on n'a pas parlé de chiffres encore, mais peut-être que Thibault pourra citer des chiffres. Enfin, ce qui a été montré là, on est à plus de 100 000 € du logement. Pour des maisons qui ne valent pas 100 000 €. Hein. Enfin, voilà. Donc, quelle est la viabilité de ce modèle-là? Et on l'obtiendra si on arrive à industrialiser les choses. Si on reste sur du POC, sur du prototype, c'est pas intéressant. Voilà. Moi, je voudrais aussi rebondir sur un aspect complètement différent, mais qu'on a oublié. Vous avez posé une question et on l'a laissé passer. Et pour moi, elle est essentielle. Vous l'avez posée à monsieur Lheureux, je crois, sur la question du carbone.
on voit qu'on est sur un objectif extrêmement grand, une nécessité, plan Marshall de réhabiliter, de faire des économies. C'est réel, personne ne le niera. Mais bien le faire, et dans un contexte où on doit aussi viser à la neutralité carbone, c'est aussi essentiel. Et ça, il faut en prendre conscience, puisque aujourd'hui, par rapport aux objectifs qui sont fixés, le domaine de la construction a un impact majeur qui est autour de 40% si on inclut tous les aspects. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Penser un plan Marshall avec toutes les solutions, et moi je ne vais pas reciter toujours la même solution, je suis complètement d'accord que la réalité du terrain de demain, ce sera toute une panoplie de solutions, toute une panoplie de démarches. Vous en avez cité une, elle est peut-être visant à l'excellence, l'industrialisation sera absolument nécessaire, mais la dimension carbone, il faut la prendre dès le début. Et j'ai noté quelque chose que vous avez dit sur cet aspect-là, c'est que les outils pour évaluer très rapidement et en phase conception, c'est ça qui est essentiel, ils ne sont pas pléthores. Et souvent, on fait la solution et au dernier moment, on dit « Ah ouais, mais impact carbone, ça va donner quoi ?» On fait le calcul et on se dit « C'est ce qu'on a pu faire de mieux. » Non. Il faut que le levier il le soit très le départ. Et là, il y a un vrai enjeu. Vous l'avez cité, donc je vous le rends, bien entendu. Mais pour moi, il est essentiel et de le prévoir tout de suite. Et dernier point, c'est qu'il existe des solutions pour bien faire. Je ne vais pas reciter la solution, mais il y en a beaucoup. Et il faut vraiment aller chercher la créativité d'entreprises qui se développent, de majors qui s'adaptent. Moi, je travaille avec les majors du domaine de la construction, notamment dans le domaine du ciment et des choses comme ça. Ce sont des gens qui, depuis plusieurs années, se sont posé la question sur leur cycle industriel. Ce sont des personnes responsables. Ils ont bien vu arriver cette problématique et chacun va pouvoir proposer des choses, que ce soit les matériaux biosourcés, que ce soit la construction bois, que ce soit les évolutions et notamment les cycles qui ont été améliorés en termes de carbone. Mais il faut garder cet élément carbone comme pierre angulaire du travail de massification du plan Marshall dont on parle. Moi, je tiens vraiment à cet aspect-là. Alors justement, j'ai une question qui nous arrive. Avec la guerre en Ukraine, ne craignez-vous pas que la priorité européenne en lien avec la transition écologique, énergétique, soit complètement abandonnée ? Laurent Guéquière, vous qui êtes au cœur de la machine. Non, on est sur du structurel. On est sur des objectifs à 2050. Il y a la dimension effectivement ukrainienne qui est venue se rajouter, qui a complexifié un peu les débats au niveau européen, qui a donné d'autres priorités et qui a mis surtout sur la table un élément nouveau par rapport à ces enjeux d'efficacité énergétique, c'est la dépendance par rapport à la Russie. Et là, effectivement, c'est l'augmentation du coût, à la fois de l'essence, mais également du gaz et d'autres énergies, qui, au contraire, renforce, oui, ça pourrait être un accélérateur, renforce la Commission dans la volonté d'aboutir très vite à ces deux directives. Ouais. Il y a deux effets. Il y a un effet géopolitique qu'on ne peut pas nier, c'est effectif. Mais il y a un deuxième effet qui est l'effet lié à la nécessité d'indépendance, de faire des des pour gagner son indépendance, pour regagner ou pour limiter, dans un premier temps, la dépendance que l'on a vis-à-vis des pays. Et moi, je vais plus de la Russie notamment. Mais je vais plus loin. Cette dépendance, on a commencé à la subir également sur les matières premières. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, on prend... excusez-moi de l'expression, mais une deuxième claque dans le même sens, qui pour le coup doit agir au niveau européen. Donc moi, la question que je poserais, elle est plutôt, mais que fait l'Europe pour essayer de... Alors, limiter, on est d'accord, et je partage qu'il y aura des politiques pour limiter les consommations énergétiques, pour limiter la dépendance, dont acte, mais aussi surtout l'aspect de limitation de la dépendance vis-à-vis des matières premières. On le voit dans le milieu de l'automobile, on le voit dans le milieu du bâtiment, on l'a connu dans le milieu des aciéries. Oui, tout à fait. On l'a connu dans un grand nombre de thématiques et je dirais que cela n'a pas affaibli l'Union européenne. Au contraire, cela la renforce parce qu'elle est obligée de prendre des décisions structurelles et qu'aujourd'hui, l'idée de ce que j'évoquais comme un plan Marshall vient encore d'être appuyée par ce contexte international. On a eu des conséquences de la crise du Covid, on a les conséquences maintenant de la crise en Ukraine. C'est vrai que l'Union européenne doit devenir un acteur, maître de son énergie et de son usage. Et là, effectivement, ça change complètement la ligne
au niveau du Conseil et du Parlement pour que ça bouge. Et la question des bâtiments, effectivement, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le secteur prioritaire d'intervention que l'Union européenne souhaite mettre en place. Erwan Robert, vous voulez réagir? On vous écoute. Oui, mais c'était pour intervenir. Le débat est vraiment intéressant. Alors après, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais moi, je pense que c'est exactement l'inverse, en fait. Ce qui se passe un peu partout en Europe, et pas seulement en Ukraine, nous force à nous reposer la question, et ça a été fait depuis maintenant un certain nombre d'années, de la réindustrialisation, de la reconstitution d'un écosystème au niveau de nos différents départements, régions, et ainsi de suite à l'échelle française. Et là, typiquement, on est sur des sujets, ça a été très bien dit tout à l'heure, qui permettent d'alimenter un écosystème. Quand on investit l'argent des locataires, l'argent de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque des territoires, l'argent qui nous est attribué dans le cadre des différentes subventions qui ont été évoquées tout à l'heure, ça se fait au niveau local et ça crée du chiffre d'affaires au niveau local. Donc on est sur une boucle vertueuse qui permet de produire. À partir du moment où de toute façon on a un parc qui vieillit et qui vieillit vite et qu'on est obligé de traiter, on est dans l'obligation de trouver le modèle économique qui nous permet cette accélération, qui nous permet de supporter l'intégralité de ces coûts et qui vont directement apporter justement une qualité de vie plus intéressante à nos locataires et aux personnes qu'on sera chargé d'héberger. Donc c'est exactement l'inverse en fait. On a entre les mains un levier, encore une fois, qui permet de travailler à la fois sur l'écologie, qui permet de travailler sur l'économie, qui permet de travailler sur le social, qui est local, qui, parce qu'on est un pays qui attire beaucoup les investisseurs, qui attire beaucoup, même à l'intérieur de nos frontières, de fonds, on est sur une économie qui doit pouvoir se développer sur nos différents territoires et à partir de là, recréer un tissu économique, un terreau économique intéressant qui permettent la transformation des villes, qui permettent l'amélioration de la qualité de la vie, qui permettent tout ce qui a été dit tout à l'heure par les uns et par les autres, qui était tout à fait pertinent. Par contre, la question de départ, elle a été reprise par Laurent Guéquière tout à l'heure, c'est la question du modèle économique. Il faut vraiment qu'on pose cette question-là et qu'on apporte des réponses pour permettre de massifier, pour permettre d'aller plus vite, pour permettre d'aller vers des niveaux d'objectifs qu'on a rarement connus dans un pays sur un temps aussi court en fait. Entre la fin des 30 Glorieuses et l'héritage qu'ils nous laissent et la nécessité de repartir très vite sur des objectifs qui sont ceux posés par les mutations démographiques dont on parlait tout à l'heure ou par nos objectifs et nos ambitions et nos obligations énergétiques et en termes de maîtrise de carbone qui viennent d'être évoquées, on est sur des choses qui sont inédites. Très bien. Oui, Christophe, oui, très rapidement. Pour illustrer très concrètement le mur devant lequel on est, quelques chiffres sans polluer le débat avec les chiffres. Pour 3F, donc je le disais tout à l'heure, c'est à peu près 300 000 logements, un petit peu moins. On a fait notre bilan carbone en 2021 dans le cadre de la réflexion qu'on avait sur notre stratégie de bas carbone. 300 000 logements, on est à 840 000 tonnes d'équivalent de CO2 à l'échelle du patrimoine. 840 000 tonnes, ça représente, je regarde mes notes, parce que 3 tonnes au logement ou 50 kilos au mètre carré de surface habitable. Voilà, c'est ça qu'il faut traiter. Et ce qui est intéressant, c'est la répartition entre le patrimoine existant, ce qu'il consomme, et puis les travaux neufs ou de réhabilitation. Patrimoine existant, sur ces 840 000 tonnes, c'est 54% de ces 840 000 tonnes. Les travaux neufs ou réhabilitation, c'est 44%. Le solde, 2%, c'est les administratifs, les activités courantes. Donc voilà ce qu'il nous faut réduire, quoi. Cette part du carbone-là. Alors, les leviers, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, finalement, même si on est plutôt optimiste là ce matin quand on en parle. C'est travailler sur la facture énergétique de nos locataires, donc voilà, isoler, avec les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure. Et encore, chez 3F, on est plutôt dans une bonne situation, dans le sens où 80-84% de notre parc, il est dans une étiquette inférieure à D. Donc on est plutôt déjà vertueux. Voilà. Autre levier possible, réduire notre dépendance au gaz. Le gaz pèse énormément, et en plus ça coûte cher. Mais comment on fait, quoi ? Est-ce qu'on se branche sur un réseau de chaleur ? Est-ce qu'on passe à l'électrique ? Tous ces choix-là sont des choix extrêmement lourds et compliqués à faire. Alors, il y a une question qui peut être rentrée aussi dans cette catégorie. L'application du BIM dans la construction ne parvient pas à s'imposer, dit ce spectateur. À quel horizon pensez-vous que cette nouvelle techno s'imposera dans les futurs projets ? Est-ce que ça reste encore anecdotique en Bretagne ou en Île-de-France, le BIM,
Ou ça se développe? On était la semaine dernière dans un séminaire organisé par l'Union sociale pour l'habitat avec des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et l'un des intervenants disait qu'il faudra 20 ans. Il faudra 20 ans pour l'adoption massive par la filière, compte tenu de la structure de la filière. Il faudra 20 ans. Alors, si on considère que l'année zéro du BIM en France, c'est 2014, avec la parution du rapport Delcambre, la création du PTNB, etc. Voilà, donc on a déjà 7 ans, 8 ans. Voilà, il faut attendre encore quelques années pour que ce soit adopté. Voilà. Ok. Avec un patrimoine très divers en termes de bâti, comment s'assurer d'un succès des opérations de réhabilitation à une large échelle en France? Patrimoine très divers. Du coup, vous parliez de l'industrialisation. C'est pas toujours facile de s'adapter à un patrimoine aussi varié. Moi, je pense qu'il y a une dimension qui est essentielle aussi, qu'on n'a peut-être pas suffisamment mise en avant, c'est d'avoir la capacité de faire de la mesure objective des performances des bâtiments. C'est-à-dire savoir concrètement où on en est et surtout connaître son patrimoine, la data toujours. C'est plus que ça. C'est plus que ça. La connaissance, c'est aussi quelle est intrinsèquement la performance de mon bâtiment. Vous savez, quand vous achetez une voiture, il y a un certain nombre de magazines qui sont capables de vous dire potentiellement votre voiture, elle accélère de 0 à 100 en temps, elle reprend de 20 km/h à 80 km/h en temps de temps, etc., etc., etc. Pour un bâtiment, on vous le livre en disant voilà l'adresse, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais voilà la clé. Alors, en arrivant, vous découvrez effectivement aussi la chaudière, les équipements comme ça. Si vous êtes un petit peu féru, vous allez aller creuser, vous allez essayer d'optimiser. Moi, je pense que intrinsèquement, quand on livre un bâtiment, il faudrait qu'il y ait sa performance au moment de la livraison. Et on sait tous qu'il y a un vieillissement des bâtiments aussi, et que cette performance va se dégrader au cours du temps. Pourquoi ? Naturellement, les matériaux, d'un point de vue cycle de chauffage, refroidissement, varient en termes dimensionnels. Donc, les assemblages vont perdre un petit peu, les matériaux vieillissants vont devenir un petit peu plus poreux, etc., etc., etc. Peut-être faudrait-il aussi qu'il y ait une vision tous les 10 ans de cette performance de manière à pouvoir intelligemment cibler vers où sont ce qu'on appelle en bon français les quick wins. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner très rapidement de la performance? Dernier point, ça c'est vrai, bien entendu, en temps réel sur le bâtiment, mais quand on va aussi faire des travaux, que vont donner ces travaux par rapport à la performance? Quel est mon temps de retour de le coût des travaux? C'est-à-dire, cette notion-là, on parlait dans une discussion avant ces contrats de performance énergétique, des CPE, ou de l'objectivation du coût des travaux que l'on fait par rapport à la performance que l'on obtient. Ça, ce sont des notions qu'il faut qu'on intègre dans le monde du bâtiment de demain pour aller vers la performance. Erwan Robert veut réagir. Oui, ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, eu égard aux objectifs qui sont posés aujourd'hui par la loi, donc sur la base desquels on peut être condamné, il va nous falloir tous des plans stratégiques. Donc ça a été dit par Christophe qui l'a fait à l'échelle d'I3F. Je pense que chaque fédération a commencé à travailler sur ces sujets-là. Je parlais de Carbone 4 qui a travaillé pour la fédération des OPH. Il faut qu'on ait cette stratégie, il faut qu'elle soit écrite. Et à partir de là, qu'elle nous fixe des objectifs généraux que chacun doit ensuite décliner à l'échelle de son propre OPH. Les premiers impératifs, c'est 2024 pour les classements, les logements les moins bien classés au niveau du DPE. Donc, on voit qu'on est sur des échéances qui sont très, très courtes avec des volumes financiers qui le sont tout autant, qui sont assez, pour le coup, assez importants. Donc, ça, c'est un point important, la stratégie, l'écriture de stratégie. Le deuxième sujet, c'est qu'il va falloir faire un arbitrage entre qualité et volume, en trouvant un moyen terme entre les deux. Qualité et volume, c'est la question de l'arbitrage entre l'euro investi dans l'excellence et l'euro investi dans un maximum de logements. Et là, il va falloir aussi qu'on arrive à poser un certain nombre de choses. Nous, pour ce qui nous concerne, on a trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est un hybride entre un marché de conception-réalisation et un marché de performance énergétique. Donc, au lieu de traiter des logements d'un côté sur le champ énergétique et de l'autre sur le champ du confort, on a mêlé les deux de telle manière à pouvoir travailler sur quasiment 10% de notre patrimoine en l'espace de 5 ans. Sur 5 ans, on aura traité la rénovation énergétique avec l'atteinte d'étiquettes qui ne sont pas forcément A et B, mais qui malgré tout permettent une amélioration plus que sensible d'un côté, et puis de l'autre, traiter les éléments de confort. C'est un des éléments.
on aura une autre partie de notre patrimoine qui sera traitée, je l'espère, dans le cadre d'Energy Sprong. Et puis, encore une fois, et c'est un sujet dont on parle assez peu, et je pense que ça va devenir un sujet majeur des années à venir, on a le sujet de la déconstruction. Il y a des bâtiments qui peuvent faire l'objet, effectivement, de ces travaux de reprise, de réhabilitation, de transformation, et puis d'autres qui ne peuvent pas, parce que qualité des aciers, parce que qualité des bétons, parce que problème fonctionnel. Enfin, il suffit de regarder en ce moment les débats qu'on a au niveau national sur la question des EHPAD. Les EHPAD ont été construits dans les années 80 à un moment où la prise en charge de la personne âgée dépendante n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il faut sans doute passer par une action de revitalisation, de régénération d'une bonne partie des établissements, et notamment des établissements publics d'accueil des personnes âgées. Là, idem, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on sache traiter cette question de la déconstruction aussi sur le plan du carbone, aussi sur le plan du modèle économique, parce que je rappelle juste qu'encore une fois, la déconstruction n'apparaît nulle part dans les maquettes financières des bailleurs sociaux. Merci Erwan Robert. Justement, vous m'offrez sur un plateau une transition vers ce qu'on pourrait considérer comme un dernier sujet, parce qu'il va falloir qu'on clôture cette table ronde. Thibaut Péraillon, vous n'êtes pas venu qu'avec Energy Sprong en exemple, vous êtes venu aussi avec Digital Déconstruction, et je crois qu'on a une vidéo à montrer, peut-être si vous voulez en faire une petite introduction. On peut commenter en direct la vidéo. Elle est dans tous les cas dans ce même esprit pour nous d'être dans une démarche que l'on veut prospective et open source pour l'ensemble de l'écosystème. Alors on lance la vidéo et puis on va pouvoir la commenter. Ça parle, mais on va enlever le son, c'est pas grave. On enlève le son et on parle dessus. Voilà, si on peut juste nous la montrer. Voilà. Allez-y, Thibaut. Tout à fait. De quoi s'agit-il ? Sur Digital Déconstruction, derrière ce nom, il y a déjà une démarche éminemment européenne et dont la vocation, c'est de développer un peu des réponses à un certain nombre des barrières qui existent à la question du réemploi et de la déconstruction dans le monde du bâtiment, qui ont été évoquées, même si c'était relativement sommairement jusqu'à présent, notamment par Erwan, en partant du principe que les outils numériques permettent d'accélérer et de rendre plus efficace justement cette capacité dans la déconstruction de demain, sous réserve qu'on soit avec des outils qui répondent aux besoins du maître d'ouvrage. Et en cela, je rejoins la remarque initiale de Christophe sur l'adéquation entre les outils qui sont développés, dont le but, c'est pas que ce soit une bande de geeks dans leur coin qui fasse un truc très joli et très sympa, mais que ça réponde à des besoins pragmatiques de la part des bailleurs sociaux. Et pour entrer dans le pragmatique justement, avec les partenaires qu'on voit affichés ici, ce que l'on a souhaité, et qui est un projet soutenu par la Commission européenne, c'était de faire plusieurs choses. D'abord, de développer une série d'outils dans une logique un peu open source et exemplaire, dont la vocation sera que les acteurs du marché se les approprient, les améliorent, les challenge, les copient, peu importe, mais qu'ils puissent finalement demain servir de tremplin pour éviter un peu cet effet, effectivement, de se dire le BIM c'est 20 ans, et ben, espérons que les outils numériques dans la construction ce soit 5. On verra bien, mais en tout cas, partons avec des souhaits et des ambitions fortes et faisons des contraintes une opportunité. Et sur Digital Déconstruction, donc il y a une partie relative à ces outils qui sont déployés dans des logiques open source, et je vous invite en cela à peut-être venir nous voir au BIM World, justement, qui se tient prochainement, je crois que c'est le 7 avril, si je ne dis pas de bêtises, ou le 4. 5 et 6. Bon, pile entre les deux. Voilà. Ça se passe où Alors, les questions organisationnelles ne sont pas vos forts en toute franchise, mais au BIM World, il y aura un stand, notamment sur Digital Déconstruction. Vous pourrez voir aussi, parce que ça me paraît essentiel, les leçons apprises des premiers pilotes qui ont été faits en France. Il y en a sur le logement social, sur de la déconstruction de bâtiments, dans lequel on s'est interrogé vraiment avec des questions pragmatiques, de se dire, quels sont les enjeux ? Les enjeux, ça va être de diagnostiquer mon existant, de savoir quels matériaux j'ai, quelles sont leurs valeurs intrinsèques. Bon, ok, développons un outil numérique qui permette, en passant dedans, de pouvoir très vite créer une maquette qui va donner ce que sont les ressources et leur potentiel de réutilisation. Donc si je passe dans cette salle, je vais voir les plaques de faux plafond, je vais me dire, elles sont en bon état, ok, ça peut être dégradé éventuellement à la dépose, mais degré de réhabilitation de 80%. Ensuite, on va se poser de la question de leur valeur intrinsèque. Si c'est pour être vendu 3 € des 10 tonnes, forcément, il va falloir en déposer un paquet avant de pouvoir la valoriser économiquement. Il y a une vraie question derrière qui a été soulevée de la question de cette valorisation économique et de son intégration dans les maquettes financières. Et des questions aussi très pragmatiques de stockage. Je les mets où en attendant qu'il y ait un besoin ? Et il y a encore d'autres questions qui se posent de « et comment je les vends ?» Et en cela, il y a toujours des réponses qui sont fournies, notamment par des outils numériques. Sur les questions de comment je les vends, c'est les marketplaces. Aujourd'hui, si vous allez acheter des vêtements d'occasion sur Vinted ou n'importe lequel des autres sites qui vous le proposent, c'est bien un outil numérique au service d'un besoin. Et dans une évolution vers de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire plus de la propriété, mais du partage de ressources ou des systèmes de location,
il me semble, à titre personnel, que pour la déconstruction, en tout cas, ces plateformes numériques seront un enjeu certain. Elles ne seront pas la réponse unique et elles seront systématiquement déployées là où elles ont une autre valeur ajoutée et une pertinence. Elles auront nécessairement des coûts et qu'il faut intégrer aussi, dans la même façon qu'on ne réfléchit pas aujourd'hui le modèle économique, on ne réfléchit pas avec les réponses d'aujourd'hui pour relever les défis de demain, eh bien, on ne peut pas réfléchir avec le modèle économique d'aujourd'hui pour répondre aux défis de demain. Et il y aura nécessairement des progrès à faire, du financement à aller chercher, mais ce n'est pas la seule solution. Il y a aussi des façons de compter différemment. Et dans ces façons de compter différemment et de réussir à rendre plus rationalisées et moins coûteuses ces démarches de déconstruction, ces démarches de réhabilitation, ces démarches de construction, il y a un certain nombre de défis passionnants à relever. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Monsieur Arnaud, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai vu que vous preniez des notes pendant que Thibaut parlait. Je ne voudrais pas voilà, si vous avez... Non, enfin, moi je suis extrêmement sensible à cette question de déconstruction et de préservation des ressources, bien entendu. Je parlais des matériaux biosourcés tout à l'heure. Je pense que c'est un axe très intéressant, notamment pour le carbone, mais également pour la disponibilité des matériaux. On parlait des matières premières qui se raréfient. Les matières premières doivent venir aussi dans un cercle court par rapport à l'ensemble des travaux qui sont à mener. Et s'il y a du réemploi, c'est aussi bien. C'est tout autant de carbone qui n'est pas réémis. Okay. Merci beaucoup. Cette table ronde s'achève. Merci à vous toutes et tous pour votre attention et à vous pour votre disponibilité et votre présence, la qualité de vos échanges. Merci Erwan Binet. Bonjour à Erwan Robert. Pardon. Bonjour à la. Pardon. Excusez-moi, je mélange mes mots. Bonjour à la Bretagne, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Merci pour avoir pris le temps de répondre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Suite de Digital Habitat cet après-midi à 13h30 avec notre troisième table ronde. Et justement, on parlera de ce qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, comment réduire la facture énergétique des locataires grâce au digital. Et puis, il y aura une quatrième table ronde qui sera consacrée à la façon dont on peut impliquer les locataires, les usagers dont vous parliez, M. Arnaud, dans ces performances énergétiques et ces économies d'énergie. Merci beaucoup, excellent appétit si vous passez à table et à tout à l'heure, 13h30.